Chers auditeurs de l'Édito avec Simon Rochelot, aujourd'hui, on ne s'en va pas à Trois-Rivières, on ne Non. s'en va pas à Québec, on s'en va à l'international. Euh, L'ancien président français Nicolas Sarkozy, de ce que je comprends, sort ses mémoires politiques. Oui. Ça s'appelle Le temps des combats. Oui. Bon, Sarkozy a été critiqué quand même durant son passage et surtout après pour toutes sortes de raisons. Les liens un peu douteux avec Kadhafi, il y a eu Mhm. toutes sortes d'affaires. Il y a eu même une condamnation. Puis, Oui, il y a encore bon, beaucoup de procédures judiciaires d'ailleurs en il y a encore cours. des procédures judiciaires, donc évidemment, loin de nous l'idée de canoniser ce monsieur-là. Par contre, Mhm. il y a une qualité. Sarkozy a tendance à livrer assez honnêtement le fond de sa pensée. Mhm. J'écoutais récemment, il est passé devant la Commission française de l'énergie, ou je ne sais plus trop, où il a carrément dit devant tout le monde qu'il ne croyait pas du tout à l'affaire de l'électrique, qu'il disait que c'était des décisions absolument imbéciles de s'éloigner du nucléaire, Exact. que les Français étaient dépendants du nucléaire pour le meilleur et pour le pire. Donc, il a tendance à livrer un peu le fond de sa pensée. Et je me souviens, au jour 1 ou 2 du début de la guerre en Ukraine, Sarkozy avait sorti de l'Élysée, il était allé rencontrer Macron, il avait Mhm. dit, écoutez, c'est simple, il y a deux seules issues possibles, la paix ou la guerre totale. Et il avait dit il faut trouver un moyen que le conflit désescalade là, et que ça parte pas. Bon, finalement, c'est tout le contraire de ce qui est arrivé. Mhm. Au début, on envoyait des ration packs puis des fusils, puis finalement, ça là, c'est rendu avec l'aviation, euh, puis les chars d'assaut, puis toute la patente. Et Sarkozy revient sur ça dans un article qui est publié avec le Figaro. Là. C'est pas très gros, là, mais je le mets à l'écran quand même pour que les gens puissent le voir. Donc, c'est un entretien que le Figaro a fait avec Sarkozy. Dans les médias daumiens, évidemment, il n'y a absolument rien là-dessus. Ils ont repris de ce que tu me disais. Je pense que c'est un truc de presse de l'AFP. Ouais, c'est un copier-coller de Et l'AFP que j'ai vu dans la presse, dans TVA Nouvelles, mais c'est tout. c'est vraiment Pourtant, important que Meta paye. oui, C'est vraiment important que Facebook, Google et tout ça payent pour qu'on puisse avoir de l'information de autant de qualité que ça, là, qu'on puisse savoir que c'est mieux de se faire blanchir l'anus oui. avec de l'eau de Javel et que. Ou encore, ce matin, je lisais, c'était l'histoire d'une femme qui a eu un véhicule qui est foncé dans sa maison et heureusement que les rideaux étaient devant elle. Ça lui empêchait d'avoir le bumper en plein front. Ah oui, tu oublies le gars Euh, aussi qui s'en va en vélo en Floride pour démontrer que Ouais, c'est c'est ça. possible. Ah oui, Exact. Le gars avec les dents sorties qui s'en va en vélo en Floride. Donc, toute cette information-là de première qualité, c'est très important. oui. Un député du Bloc québécois qui est bien fâché parce qu'un festival du Texas qui vient faire un tour à Trois-Rivières pour faire manger des côtes levées au monde s'appelle le Rib Fest. Il aurait dû changer son nom pour le Festival de la Côte Levée. Donc, pendant qu'il y a toutes ces nouvelles-là d'importance cruciale quand même, on peut lire les médias internationaux, notamment le Figaro, qui est quand même un média, tu sais, je veux dire, bon, il y a un certain penchant, là, si vous êtes dans la politique française, vous savez où ça va, là. Mais quand même, ça traite de trucs assez importants en général. Et Sarkozy livre un peu le fond de sa pensée pour ce qui est de la Russie et du lien avec les Russes. Et voici ce qu'il dit, je vous en lis un petit bout. La Russie est voisine de l'Europe et le restera. Le président Macron a essayé au début et il s'est fait mener par le bout du nez, lui dit le journaliste. L'intuition du président Macron était la bonne. Il n'a pas, hélas, été jusqu'au bout, notamment à cause de la pression des pays européens de l'Est. On me dit que Vladimir Poutine n'est plus celui que j'ai connu. Je n'en suis pas convaincu. J'ai eu des dizaines de conversations avec lui. Il n'est pas irrationnel. Il faut donc prendre le risque de sortir de cette impasse car sur ce sujet, les intérêts européens ne sont pas alignés sur ceux des Américains. On ne peut pas s'en tenir à l'idée étrange de faire la guerre sans la faire. Nous serons obligés de clarifier notre stratégie, surtout si cette guerre devait durer. La diplomatie, la discussion, l'échange restent les seuls moyens de trouver une solution acceptable. Sans compromis, rien ne sera possible et nous pourrons courir le risque que les choses dégénèrent à tout moment. Cette poudrière pourrait avoir des conséquences redoutables. Et peut-être un dernier petit bout qui est intéressant. Le journaliste lui dit les Alliés affirment qu'ils soutiendront l'Ukraine jusqu'au bout. Ont-ils raison? Sarkozy répond les mots sont forts et définitifs. Mais que veut dire jusqu'au bout? S'agit-il de récupérer le Donbass? De reprendre la Crimée? Ou bien d'aller jusqu'à Moscou?
L'annexion de la Crimée en 2014 a constitué une violation évidente du droit international, mais s'agissant de ce territoire qui était russe jusqu'à 1954 et dont une majorité de la population s'est toujours sentie russe, je pense que tout retour en arrière est illusoire. Même si j'estime qu'un référendum incontestable, c'est-à-dire organisé sous le contrôle strict de la communauté internationale, sera nécessaire pour entériner l'état de fait actuel. Pour le reste, c'est-à-dire pour les territoires disputés de l'Est et du Sud de l'Ukraine, tout dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Les Ukrainiens, c'est bien normal, vont chercher à reconquérir ce qui leur a été injustement pris, mais s'ils n'y parviennent pas complètement, le choix sera alors entre un conflit gelé, dont on sait qu'il conduira inévitablement demain à un nouveau conflit chaud, ou une sortie par le haut en recourant, là encore, à des référendums strictement encadrés par la communauté internationale. Euh, Là, on a affaire à quelqu'un qui est pas. Ici, on compare. Ici, c'est oublie ça. Ça, tu tiens ce discours-là, Non. qui tient ici, tu es un malade mental pro-russe. Or, ce que lui arrive, il dit attendez, j'ai été président, on s'est parlé des dizaines de fois, pour ne pas dire plus, dont des en personne. Je sais comment il est, je sais c'est comment qu'il faut dealer avec. Et il faut négocier. Après la guerre vient la paix. C'est un cliché, là, mais c'est ça pareil. Mhm. Et il lui dit, et ce qu'il dit, c'est un peu la même chose que Donald Trump a dit à l'entrevue avec CNN où tu avais l'espèce de journaliste. Selon les médias québécois, était tellement bonne, ce journaliste-là, mais qui lui demande êtes-vous pro-Ukraine ou pro-russe? Puis lui, il dit je réfléchis pas dans ces termes-là, moi, madame. Moi, je veux que les gens. Je veux la paix. Je veux que les gens arrêtent de mourir. Puis là, elle revient encore, elle dit ouais, mais êtes-vous pro-Ukraine? Êtes-vous capable de dire que vous voulez que les Ukrainiens gagnent? Et il lui répond en gros un truc du genre c'est pas une game de hockey, c'est pas une partie de golf. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Il faut que ça s'arrête. I want people to stop dying. Exactement. C'est ça qu'il disait. Là. Oui, puis je sais pas, quand on était petit, je sais pas où est-ce que j'avais entendu ça, c'est dans la guerre des Tucs ou ailleurs, mais on nous disait à la guerre, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Ben ça, je trouve ça dommage que ce raisonnement-là ait comme été complètement évacué du discours, mais bref, tu sais, c'est ça. Puis ce discours-là que Sarkozy a tenu, puis là, la poussière n'est pas encore tout à fait retombée. Là, moi, ça fait à peu près une semaine là, que je suis ça, là, ce qui se dit là-dessus en Europe. La poussière n'est pas encore tout à fait retombée. Puis il se fait faire des méchants tours de coffre de char Sarkozy là-dessus. C'est-à-dire que même en Europe, c'est difficile de trouver de la diversité d'opinion par rapport à l'enjeu ukrainien, tu sais. Mais ici, mais tu peux quand même, j'ai trouvé certaines chaînes, certains médias français où est-ce que, sur un panel de 4 personnes, ce ne sera pas, tu vas avoir une personne qui va être un peu plus modérée à l'endroit des propos de Sarkozy, souvent une ancienne diplomate, des choses comme ça. De l'autre bord, c'est juste Sarkozy, c'est un agent russe, puis des patentes de même. Puis je veux dire, ce qui est important ici, c'est que évacuons la question de, Sarkozy, c'est-tu un croche, c'est-tu un pas bon, il y a des procédures devant les tribunaux, puis les questions on est une présomption d'innocence ou quoi que ce soit. Faisons juste regarder ça à face value, sur le fond. Est-ce qu'il y a du mérite à son propos? Moi, je suis d'avis que oui. On pourrait y venir un peu plus tard, mais avant, moi, c'est ça, je voulais qu'on en parle parce que comme tu as dit en introduction, ce que j'avais observé, c'est qu'au Québec, ça n'a pas été discuté à toute fin pratique à part du copier-coller de texte de l'agence France-Presse. Vous en avez parlé la semaine dernière, Yann et toi, c'est quand même une tactique assez fréquente des médias québécois. T'sais. Mais là, c'est parce que tu te dis, c'est drôle qu'on ne parle pas de ça, alors que à chaque fois qu'il y a de quoi qui ne marche pas, c'est de la faute de la guerre en Ukraine. L'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine. C'est ça, on entend ça encore en date d'aujourd'hui, des niaiseries de même. Les auditeurs de Yann et Frank, puis plus particulièrement ceux du trio économique, savent que c'est de la bullshit, mais quand même, l'Ukraine, ça fait notre affaire de le plugger quand c'est le temps. Si ça continue de même, les débordements du système de santé puis le pont de Québec qui est fini, on va dire que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Fait que là, tu te dis, c'est un peu curieux, je trouve, cette sorte de cherry picking-là, de quand est-ce qu'on choisit de parler de l'Ukraine ou pas. Puis là, ici, c'est ça, tu dis, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Sarkozy, mettez ça de côté. Il y a quand même des considérations ultra pertinentes qui sont soulevées ici. J'ai bien aimé le passage que tu as lu quand il disait, qu'est-ce qui arrive actuellement si les Ukrainiens ne sont pas capables de reconquérir le territoire? Là, le front, c'est comme pas mal stabilisé. Le front, c'est pas mal stabilisé. Il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup. J'ai pu échanger un peu avec le prof Caron là-dessus. Il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup ici, qu'on parle beaucoup plus en Europe, c'est qu'il y a quand même une contre-offensive russe, ou en tout cas dans le nord de l'Ukraine, il y a quelque chose qui se trame là. Puis là, la question, c'est comme jusqu'à quel point que l'élastique des forces ukrainiennes commence à être slack, finalement, commence à être pas mal étiré. Fait que là, tu as un front qui est stabilisé. Là, tu te dis, là,
qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on accepte cet état de fait-là, puis ça va finir un peu. Parce que ça, c'est des hypothèses qu'on entend de temps en temps. Ben, ça va finir comme la Corée du Nord. Tu sais, tu dis avec un genre de. Le front est stable, la paix ne sera jamais tout à fait déclarée, mais ça peut rester de même, peut-être avoir des skirmishes, des escarmouches de temps à autre. Tu te dis, ouais, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est souhaitable. Le cas de la Corée du Nord, c'est quand même une situation particulière. Là tu te dis, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est souhaitable une situation comme ça, ou, ben là, ou pire, qu'est-ce qui arrive si finalement on se rend compte que l'Ukraine manque de gaz? Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, puis c'est plate, puis c'est un calcul froid, mais ce que veut pas, de la chair à canon, la Russie en a plus que l'Ukraine de par la force du nombre. C'est plate, mais c'est ça. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné si le front commence à reculer en défaveur de l'Ukraine, justement, c'est que la Russie continue à grinder puis à acquérir toujours un peu plus de territoire. Tu dis, ben là, tu as l'enjeu particulier de la Crimée. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Finalement, est-ce qu'on est peut-être mieux de justement essayer de trouver une solution? Parce que là, ça a brassé beaucoup en Europe, mais ceux qui suivent ça d'un peu plus près, c'est un secret de Polichinelle que tant le président français, Macron, ou le chancelier allemand, là, Olaf Scholz, il essaie de trouver une sortie de crise par rapport à ça. C'est beaucoup les Américains, Londres, puis la Pologne qui poussent pour que les choses demeurent comme elles sont. On pourra peut-être y revenir tantôt, mais là, tu dis, c'est parce que là, c'est peut-être mieux un peu comme Sarkozy le saoulait. Puis on peut en discuter et arriver à la conclusion que non, c'est mieux de continuer comme ça. Puis bon, je veux dire, bon, votre opinion est aussi bonne que la mienne, rendu là. Puis je suis ouvert à toute opinion contraire, tu sais. Mais de juste rejeter ça du revers de la main, ce genre de discours-là, puis de dire, ben non, c'est un fou, c'est un agent russe, blablabla, ben pendant qu'il y a des gens qui continuent à mourir, je pense pas que ça fait beaucoup avancer la réflexion. Puis parallèlement à ça, comme je dis au Québec, à part des dépêches de l'AFP, ce qu'on a au niveau des médias, c'est décevant. Je l'avais envoyé dans notre groupe, dans la conversation de groupe au mois de juin, suite à la tentative de coup du groupe Wagner. Tu avais le genre d'experts en résidence à TVA qui ont sorti depuis le début du conflit, qui disaient « Ah, ça, c'était arrangé avec Poutine, ça, là. » On pourrait le ressortir, là. Ça, c'était arrangé avec Poutine, ça, là, une position complètement débile mentale. Puis ça, d'ailleurs, c'était pas complotiste. Hein? Dire une affaire de même, ça, c'est pas complotiste. Mais tu sais, fait que tu dis, soit quand on parle du conflit en Ukraine, c'est soit pour des choses complètement débiles, genre c'est à cause de ça que votre pain et votre beurre coûte plus cher à l'épicerie, soit c'est pour dire des niaiseries semi-conspi du genre le coup de Wagner, c'est un inside job, ou encore c'était pour des platitudes du genre on fait les copier-coller de l'AFP, ou encore, tu sais, je regardais, il y avait un texte dans la presse. La presse, j'imagine que c'était une dépêche de l'AFP, encore une fois. Je n'ai même pas voulu cliquer dessus, honnêtement, mais le titre, c'était c'était quelque chose du genre « Je suis convaincu que l'Ukraine va gagner », déclare Zelensky. Tu dis, ben, je veux dire, ça, en quoi c'est newsworthy? En quoi c'est une nouvelle? Ça, il ne peut pas vraiment dire le contraire. C'est ça, là, je veux dire. Pourquoi vous faites une nouvelle par rapport à ça? Mais comme de pousser la réflexion plus loin, parce que moi, je ne sais pas si tu les reçois, mais moi, je m'étais inscrit pendant la COVID aux infolettes et aux patentes de la presse. Je ne reçois à peu près pas de leur courriel, mais j'ai encore reçu hier un de leur courriel comme quoi donnez-nous de l'argent parce qu'on est là pour l'information de qualité, indépendante, diversifiée, toute la patente. Là. Je me dis, ben ouais, mais prouvez-le en quelque part. Là. Puis ça, quand on dit ça, il ne s'agit pas d'être pro-russe, bien au contraire. Moi, je suis beaucoup actuellement, c'est un peu plate, on pourrait y revenir, c'est un peu plate. Mais actuellement, je m'informe beaucoup davantage en Europe, tant pour ce qui se passe ailleurs dans le monde qu'ici. Si on a parlé la semaine dernière pour savoir les affaires de suicide assisté, etc., il faut d'abord que tu te renseignes dans le Daily Mail, ce qui est un peu débile. Mais je regarde, je vais surtout regarder des nouvelles européennes pour m'informer. Puis ici, finalement, puis je regarde des chaînes c'est ça aussi que je voulais mentionner, c'est qu'avant qu'on nous taxe d'être pro-russe et tout, moi, je tiens à dire, je suis des chaînes de dissidents russes. Là. Fait qu'à un moment donné, on va arrêter avec. On peut me taxer de ce qu'on voudra. Ça ne me dérange pas, mais je pense quand même important de le mentionner avant de poursuivre. De dire, ben là, écoutez, faisons le point, puis essayons de garder la tête froide, même dans des situations ultra anxiogènes, aussi dramatiques. Parce que justement, il faut garder l'esprit froid. Parce que sinon, c'est juste la colère puis l'excitement. Puis ce que vous voudrez, ce n'est pas la meilleure des conseillères. De toute façon, cette vision-là, complètement binaire, là, qui consiste à voir la géopolitique comme si c'était un match de baseball ou un match de football, ça ne fonctionne pas. Là. Et ça fait plusieurs fois que je le dis aux gens, là, on n'est pas dans un match canadien-nordique en finale, puis c'est ça le problème. C'est pas juste, en préparation de choses, je te disais, on se disait c'est très domien, tout ça, mais c'est très aussi occidental comme tel. Tu regardes aux États-Unis, c'était clairement ça. On fait un interrogatoire à Donald Trump, puis là, il faut qu'il se prononce. Là. Y est-tu Ukraine ou y est-tu Zelensky ou y est Poutine? Ouais, mais c'est pas un truc que tu t'achètes pas un maillot marqué Zinedine Zidane ou je sais pas quoi. Là. Moi, je suis Paris Saint-Germain ou je suis je sais pas quoi. Là. C'est pas de même que ça fonctionne. Là. C'est pas Paris contre Marseille, c'est pas Québec contre Montréal, c'est pas.
c'est un conflit armé. C'est une guerre. Donc là, à un moment donné, il faut. C'est ce que Sarkozy dit dans son entretien avec. Le journaliste lui demande pourquoi est-ce si difficile de dire cela, selon vous? De nombreux responsables politiques le pensent, mais ils ne veulent pas le dire, à commencer sans doute par Mhm. Emmanuel Macron. Et il répond, le débat politique ne réagit plus que par passion, que par pulsion et par réflexe face à des images qui choquent et qui effacent toute réflexion approfondie. Exactement comme ce fut le cas avec la condamnation de l'énergie nucléaire au moment de Fukushima. On le sait aujourd'hui, Fukushima n'a pas été un accident nucléaire, mais un tsunami d'une violence inouïe qui a enseveli une centrale nucléaire et a engendré 22 000 morts et disparu du fait de la catastrophe naturelle. Il n'y a eu qu'un seul décès par contamination radioactive. Quand je l'ai appelé devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale visant à établir les faits de la perte de souveraineté et de l'indépendance énergétique de la France, personne n'a pu le contester. À cause de ça, l'Allemagne a renoncé au nucléaire. La France a failli l'abandonner. Voici le risque que fait courir l'absence de débat. Il faut laisser retomber l'émotion et reconnaître après coup les erreurs commises. Ce n'est jamais la faute de personne. La règle est devenue celle des postures médiatiques et de l'irresponsabilité généralisée. Ce n'est pas un progrès pour la démocratie. Je pense que pas mal Non, tout est non. dit, là. Euh, c'est- Oui, puis c'est tellement vrai que je me rappelle au début du conflit, dans les premiers mois du conflit, Emmanuel Macron était sorti pour dire que, ben, après le conflit, ça va nous prendre une relation avec la Russie. Puis là, bon, lui avec, c'était fait faire un tour de coffre de char. Puis là, depuis, ben, il ne parle plus du tout en ces termes-là. En coulisses, c'est peut-être différent, par contre, là, mais publiquement, on oublie ça. Puis c'est qu'il y a comme plus de place pour l'opinion contraire ou l'opinion ne serait-ce que différente. Ça ne nous aide pas à avancer. Puis, c'est bien facile, là, comme la journaliste de CNN qui est en Amérique, confortable et tout, de dire ben, êtes-vous pro-russe ou êtes-vous pro-Ukraine? Mais dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de vie humaine. Puis je veux dire, moi, je ne considère pas que ce soit une vie d'un Ukrainien ou la ouais, vie c'est une d'un vie Russe, je humaine. ne considère pas qu'elle est de valeur Non, non, moindre que c'est la ça. mienne, tu sais. Puis bon, tu sais, puis on est tous d'accord que ce que l'Ukrainien moyen vit actuellement, c'est plus dur que ce que le Russe moyen vit actuellement, parce que bon, de temps en temps, dernièrement, il y a eu plus de drones qui se ramassent sur le territoire russe, mais c'est rien à comparer des bombardements et du pilonnage d'artillerie que l'armée russe, Ouais. devrais-je préciser, fait sur le territoire de l'Ukraine. Mais je veux dire, tu as quand même, moi, justement, pour suivre des dissidents russes, tu sais, je t'en parlais en pré-show. Mettons que toi, tu sais, parce qu'on entend ça des fois, c'est bien facile, tu sais, les mêmes gens, ça j'en ai déjà parlé, les mêmes gens qui trouvaient ça tout à fait correct de mettre des couvre-feux aux itinérants pendant la pandémie, souvent, ça va être les mêmes qui vont dire, ouais, ben là, les Russes, ils n'ont rien qu'à se soulever, puis Ouais, si ouais, c'était ouais, moi, ouais. Poutine, on le mettrait dehors, puis ouais. Mais c'est parce ce qu'ils ne réalisent pas, ces gens-là, c'est qu'en disant que tous les Russes, c'est des êtres inférieurs. Puis ça, c'est des choses qu'on voit là, sur Reddit et tout. J'aurais pu sortir des captures d'écran, vraiment des choses que tu vois un peu partout là, dans des forums de discussion. C'est vraiment pas chic. Mais en disant que les Russes, c'est des sous-merdes, tout ce que tu voudras, ben c'est parce que d'un, tu ne fais pas place à cette dissidence-là puis à ce changement-là de mentalité. Tu ne fais pas preuve d'ouverture, on s'entend. Tu dis deux, justement, un peu dans l'esprit d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy. Tu dis en quelque part, Poutine, il n'est pas éternel, lui, là. Est-ce que ça va être mieux ou pire que ce qui va venir après lui? Il faudra peut-être s'arranger pour. Je comprends qu'il y a un conflit et tout, mais peut-être travailler en ce que à ce qui va venir après soit mieux et non pire. Puis pire que ça, c'est ça, je te disais en pré-show, ben, pire que ça, disons quand même, qui mérite d'être souligné. Point 3, c'est que, supposons que toi, tu es un dissident russe. Actuellement, la Russie, c'est plus une démocratie, on s'entend. Tu as toutes sortes de lois de genre, si tu critiques les forces armées, si tu critiques le Ouais. régime, ben là, tu commences avec des infractions criminelles, tu peux faire du 10-15 ans de prison, ça dépend, tu sais. Là, qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu es un dissident russe, tu prends la parole, essaye d'immigrer en Occident après, que ce soit en Union européenne ou aux États-Unis, peu importe, ils vont dire, ah, tu as une infraction criminelle, puis ils ne te laisseront pas rentrer. Ça, c'est des choses qu'on comprend. Quand c'est de l'immigration conventionnelle, tu dis, ouais, ben, tous les pays là, plus développés sont plus ou moins favorables à recevoir des gens qui ont des condamnations criminelles là, pour immigrer chez eux. Bon, ça, on le comprend, mais dans un contexte particulier comme celui-ci, tu vois, il n'y a aucune place à la nuance. Puis tu dis, ben, parce qu'on veut les encourager à se soulever, mais en même temps, s'ils se soulèvent et ils subissent la répression en conséquence de ça, on va les laisser sécher par après. Fait que tu dis, bon, on s'en va où avec ça, tiens? Puis c'est ça que Nicolas Sarkozy soulevait, puis qui est intéressant, c'est là que tu vois aussi que les intérêts de l'Europe et des États-Unis ne sont pas alignés ensemble. Parce qu'un peu comme elle le faisait remarquer le prof Caron à très juste titre, c'est que, oui, dans une situation actuellement où est-ce que, tu sais, oui, bon, les États-Unis, il y a beaucoup de matériel qui envoie en Ukraine, etc., quoique, puis, tu sais, il y a de l'argent qui est envoyé là-bas aussi, quoique, comme ça a déjà été discuté avec Yann,
il y a quand même beaucoup d'argent qu'on envoie, tous les pays occidentaux qui envoient de l'argent en Ukraine, tu as beaucoup de prêts et pas tant de dons que ça. Fait qu'on se doute bien que l'Ukraine ne sera probablement jamais capable de rembourser ça, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'après ça, on va être tenir par les chenolles une fois qu'on va être rendu à l'étape de la reconstruction. T'sais. Mais mettons qu'on met ça de côté, c'est qu'actuellement, tu as une sorte de guerre de proxy où est-ce que les États-Unis peuvent comme se battre par proxy et affaiblir un de leurs ennemis stratégiques, c'est-à-dire la Russie, sans sacrifier de vie humaine de leur côté, sans qu'il y ait des pertes de vie américaines. Ce qui nous ramène, la seule fois qu'on a vu ça dans l'histoire, comme le soulignait le prof Caron, me faisait remarquer le prof Caron, ben, c'est dans le contexte de la guerre d'Afghanistan des années 80, les Américains qui envoyaient des M16 puis des patentes de même, puis toutes sortes de supports aux Moudjahidines. Puis bon, on sait comment ça a fini éventuellement, cette histoire-là, là, mais bref, qu'on supportait les mouvements Moudjahidines, puis c'est qu'ils tuaient des Russes, des Soviétiques, mais que finalement, les Américains, c'était merveilleux pour eux d'un point de vue géostratégique, parce que tu affaiblis ton allié, tu affaiblis ton ennemi plutôt, sans une seule perte de vie humaine. Ouais. Dans les médias, tu n'as pas d'image comme au retour du Vietnam ou de la Deuxième Guerre d'Irak, par exemple, avec des cercueils qui reviennent, qui débarquent de l'avion, etc. T'sais. Mais ça, tu dis, tu sais, on n'a pas ça. Tu vas le retrouver un peu plus, je dois dire, dans le débat, dans le discours des médias européens. Comme je vous disais, c'est que la déclaration de Sarkozy, les propos de Sarkozy depuis la semaine dernière, ça, par exemple, c'est très difficile d'avoir de l'opinion divergente. De se prononcer at face value sur le mérite du propos. On tombe vraiment très rapidement dans la dichotomie, mais ici au Canada, on a toutes sortes d'experts endimanchés, un peu comme qu'on avait eu pendant la COVID. Là, souvent, tu Ouais, c'est ça. Les médecins experts de pas tant de choses. Là. Mais écoute, honnêtement, là, la réflexion qui me venait pendant que tu parlais, c'est que j'ai l'impression, je pense qu'on ne peut pas sortir pour aller vers le discours qu'a tenu Sarkozy et que d'autres tiennent. Je pense qu'il faut que les gens se libèrent. Quand je dis les gens, je ne parle pas de tout le monde qui nous écoute, là, mais je parle les gens qui sont en position d'avoir de l'influence. Ils doivent se libérer d'un biais cognitif qui, à mon avis, est très puissant dans tout ça. C'est ce que les Allemands appellent ça l'effet Einstellung, là. Mais l'autre nom de ça, c'est le biais de mémoire. Donc, le biais de mémoire, c'est quoi? C'est le fait que lorsqu'on est confronté à une idée, ou à quelque chose qui nous semble familier, notre cerveau nous empêche spontanément de trouver une solution nouvelle à un problème qu'on suppose préexistant, qu'on connaît déjà. Donc, l'idée, c'est qu'on va toujours reproduire un peu ce qu'on a vu et ce qu'on a par le passé, parce que c'est la mémoire, en fait, qui prend le contrôle de notre manière. Et ça, c'est un biais cognitif qui est très important chez l'être humain. Et c'est entre autres vrai, par exemple, ça a été étudié pour ceux qui font des championnats d'échecs et tout ça. C'est que dans le fond, c'est un biais cognitif qui est à l'œuvre. Tu as vu quelqu'un mettre son pion là, ben, tu t'imagines qu'il va faire par la suite ça, puis ça. Donc, les meilleurs joueurs d'échecs sont ceux qui vont au-delà de ce biais cognitif-là qui consiste à évaluer toutes les possibilités, indépendamment de ce que tu penses que l'autre va faire basé sur ta mémoire. Tout ça pour dire, j'en viens à l'application concrète de la chose, c'est que les Européens, particulièrement, sont prisonniers de l'idée que, comme par le passé, on a négocié avec les Allemands et que ça n'a rien donné, ça a abouti à une guerre mondiale, il ne faut plus négocier avec personne et la seule négociation possible est la défaite. Et ça, c'est une posture que je remarque depuis le début de la crise, c'est-à-dire qu'ils sont traumatisés par le fait que Chamberlain et compagnie ont négocié à l'époque avec Hitler. Et ça n'a pas rapport de savoir si Hitler, Poutine, c'est la même chose. C'est pas ça le point. C'est qu'eux pensent que quand tu as quelqu'un qui commence à envahir des territoires ou à faire des actions armées, il n'y a aucune négociation possible parce que le passé l'a prouvé, d'où le biais de mémoire. Le passé l'a prouvé, on l'a essayé, ça n'a rien donné. Les mous qui voulaient négocier. En gros, Sarkozy est vu comme Chamberlain par ces gens-là. C'est des espèces de mous un peu naïfs qui pensent qu'on peut négocier avec l'ennemi. Eux disent on ne peut pas négocier avec l'ennemi. L'ennemi, il faut qu'il capitule. Il n'y a rien d'autre de possible que ça. Moi, je pense qu'ils sont prisonniers de cette pensée-là qui est basée à peu près uniquement sur le passé. Il n'y a pas grand-chose de rationnel là-dedans. Je vais juste terminer là-dessus. Pourquoi je dis que ce n'est pas rationnel? C'est que dans la doctrine politique des Allemands de l'époque, il y avait une notion d'expansion. C'était clairement admis qu'ils appelaient ça l'espace vital, le Lebensraum. Ça voulait dire qu'il fallait étendre l'espace nécessaire pour que les Allemands puissent prospérer. Et ça passait par le rattachement de l'Autriche-Hongrie à l'Allemagne, éventuellement la Pologne, etc. Sauf que dans les discours de Poutine, ceux qui le suivent depuis très longtemps, en gros, Poutine, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas... Lui, ce qu'il veut,
là, j'extrapole un peu. Moi, je pense que ce qu'il veut, ce sont des vassaux dans tous les anciens satellites de l'URSS. Il veut une zone tampon. Entre l'Europe et l'Occident, il veut une zone tampon où les politiciens qui seront en place seront d'une certaine manière ses vassaux. C'est-à-dire comme en Biélorussie, comme au Kazakhstan. Donc des gens qui, oui, sont là, ils ont été élus par le monde, mais en gros, ils sont redevables à la maison mère. Et ce qu'ils ne tolèrent pas, c'est d'avoir un gouvernement ukrainien pro-américain et pro-occidental. Le nœud de l'histoire, d'après moi, il est là. Puis ça, je vous le dis en toute humilité, je ne suis pas un spécialiste de la question, puis je peux me tromper, mais c'est mon interprétation des faits. Oui, ben, le cas du Kazakhstan est un peu quand même intéressant parce que je suivais un peu dernièrement les déclarations du chef de l'État là-bas. Puis tu vois qu'il essaie quand même un peu de se rapprocher un peu plus de la Chine que de la Russie. Mais ça, bon, je laisserai ça peut-être au prof Caron ou à quelqu'un d'autre à un moment donné s'il veut en parler. Mais honnêtement, je trouve que oui, le billet de mémoire, c'est excellent. C'était pas un billet duquel j'étais au fait, là. Je ne connaissais pas ce concept-là, mais c'est exactement ça. Puis ça évacue justement toutes les distinctions, le distinguishing qu'on pourrait dire qu'il y aurait lieu de faire. Parce que justement, tu dis oui, c'est vrai que les Allemands, il y avait la théorie de l'espace allemand, ensuite l'espace vital. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'expansion allemande avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est fait, c'était des diplo-annexations plus souvent qu'autrement. Il n'y a pas eu de. C'était pas des conflits. Ils sont pas rentrés en conflit avec leurs voisins pour acquérir ce territoire-là. Ça s'est négocié. Puis, il n'y avait pas eu de perte de vie humaine avant que la Deuxième Guerre mondiale se déclare pour les Allemands. Alors que actuellement, oui, parce que moi aussi, j'avais soulevé, quand j'avais discuté avec le prof Caron, une des préoccupations que j'avais avec les propos de Sarkozy, je disais, bon, exactement, sans faire de parallèle douteux avec l'Allemagne des années 30, j'avoue que je serais quand même préoccupé qu'on se dise, il ne faudrait pas donner l'impression à Poutine qu'on l'a légitimé dans son invasion. Qu'à ce moment-là, il dit, ça me tente de recommencer avec, je ne sais pas, moi, les Pays-Baltes ou peu importe. Là. Mais là, ce que le prof m'a fait remarquer, c'est dit, en théorie, c'est pas fou, mais par contre, il y a une affaire qui est importante, par exemple, c'est que actuellement, là, l'armée russe, peu importe comment le conflit va se finir, l'armée russe a été épuisée. Des unités d'élite qui ont été wipées, qui ont été rayées de la carte au complet. Des pertes de matériel, de vie humaine énormes du côté russe. Du côté ukrainien aussi, tu as eu des pertes de vie humaines importantes, on le comprend, mais du côté russe, ça n'a vraiment pas été une belle. En tout cas, jusqu'à là, c'est vraiment pas une belle guerre. On se rappelle aussi au début du conflit, la logistique, ça a été une catastrophe. Les convois militaires qui étaient en manque de gaz ou je sais pas quoi, qui étaient stallés sur une autoroute. Tu te dis, bon, ils ne sont pas prêts à repartir en guerre demain matin, eux autres, là, puis aller boulier leurs voisins. Là. Fait que c'est ça. Oui, tu as le billet de mémoire, mais qui résiste difficilement à une analyse plus poussée, justement, quand il fait les distinctions qui s'imposent. Puis encore une fois, je reviens là-dessus. C'est un peu débile qu'au Québec, en tout cas, de ce que je sais, là, faut que tu sortes du média traditionnel pour avoir ce niveau de réflexion-là actuellement. Là, sans même être des experts, nous deux. Là, nous, on a accès à un expert, on peut en discuter, etc. Puis par le fait même, nos abonnés, nos Patreons, etc. Mais tu dis, Christy, les chiens de garde de la démocratie, puis c'est les autres acabits en tout cas les autres qualificatifs qui se donnent, là, nos médias traditionnels, tu dis, pas capable d'avoir. C'est niveau zéro de la réflexion. C'est les bons, les méchants, les tinamis, les pas fins. Puis, on se rappelle là, comment au début, c'était pas chic. Là, il était quasiment sur le bord de nous dire qu'il allait effacer les cassettes de la série Les Poupées russes en soutien à l'Ukraine. Ouais, t'avais le gars aussi, le jeune russe qui pouvait pas aller à l'orchestre symphonique. Le go qui disait qu'il allait barrer quasiment à Smirnov de la SAQ tout en sachant pas que ça n'avait pas rapport, que c'était pas russe pendant tout. Là. C'est complètement. Non, c'est pas chic, honnêtement. Bref, j'espère que ça a intéressé l'auditoire. Si vous voulez si vous voulez voir l'intégrale du truc, ça s'appelle. C'est dans le Figaro, ça a été publié en juillet, à la fin du mois de juillet. Ça s'appelle Sarkozy. Non, je sais pas. Je sais que c'est écrit 25 juillet, mais il y a comme une date, c'est écrit 18 août, parce que c'est beaucoup depuis la semaine dernière que ça brasse. Fait que je pense que c'est comme une publicité qui a popé ou quelque chose, mais bref. Tapez Figaro Magazine, Sarkozy, vous allez le retrouver dans Google ou vous allez le retrouver donc, Sarkozy, nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous. Cherchez ça, puis faites-vous votre propre opinion sur le sujet. Je pense que c'est ça qui est important. Sur ça, nous autres, on va passer à la partie Patreon et on va parler, écoutez, c'est tout à fait fabuleux, la ville de Montréal. Bon, eux autres, ils ont tellement d'argent, ils nagent dans l'argent qu'ils envoient maintenant des boîtes pour les nouveaux parents qui auront des bébés.
Et dans ces boîtes-là, c'est des belles boîtes, ça vaut à peu près 200 qu'on nous dit. Il y a un pyjama, des couches lavables, puis une brosse à dents en bois. Fait que ça a vraiment l'air de valoir le montant qui était annoncé. Et aussi, et aussi, comme ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont assez d'argent pour envoyer des boîtes au monde, mais ils n'ont pas d'argent, fait qu'il faut qu'ils pensent à de nouvelles taxes. Donc là, la semaine passée, c'était la taxe sur les piscines. Là, maintenant, ce sera la taxe kilométrique. On parle aussi d'une taxe sur les locaux vacants. Et on parle aussi de. C'était quoi déjà l'autre affaire? Il y en a un autre encore. Là. Taxe kilométrique, taxe sur les locaux vacants, et tu as aussi le rent control, Ah le oui, le contrôle des contrôle des loyers. loyers. Bon. Fait que tout va très bien, Madame la Marquise. La sainte trinité des Oui, mauvaises c'est ça, idées. la Là. sainte trinité des mauvaises idées. Donc, on va en parler dans la partie Patreon. Joignez-vous à nous.